C'est le premier sujet chaud de cette demi-heure de Smart Bourse. Inflation et allocation d'actifs. On en parle avec Michael Nizar qui est à nos côtés en plateau. Bonjour Michael. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur des investissements multi-actifs chez Edmond Rothschild Asset Management. Inflation effectivement. Alors on est tous trop jeunes pour avoir connu des grandes périodes d'inflation historique. Oui, je le dis, autour de cette table. On est tous trop jeunes pour avoir connu ça. Il faut donc quand même peut-être regarder un petit peu ce que l'histoire peut nous apprendre en la matière, notamment du point de vue des marchés. Michael, est-ce qu'il y a des périodes de référence particulières auxquelles on peut peut-être se référer justement un peu aujourd'hui? Oui, exactement. C'est-à-dire que les marchés, généralement, cherchent des points d'ancrage, des repères dans l'histoire économique. Et effectivement, quand on parle de stagflation, on pense tout de suite aux années 70. Et en fait, on est quand même très loin de cette situation où on avait vu une décélération très nette de la croissance dans les années 70, voire même une récession, avec un taux de chômage qui avait fortement monté de 3,5 à près de 10% en l'espace de 4-5 ans. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on est plutôt sur un momentum économique. Certes, le rythme de croissance est plutôt modéré, et plus modéré, mais par contre, on est quand même sur un momentum économique qui est vraiment très positif, avec surtout un taux de chômage qui a baissé, et qui se situe aujourd'hui sur le marché américain légèrement au-dessus de 5%. Donc ça, c'est la première différence. L'autre différence, c'est qu'en fait, dans la boucle prix-salaire, on n'a pas de spirale aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui pour les prochains mois. On voit effectivement qu'il y a une tension sur le coût salaire, notamment horaire, qui augmente mois après mois sur un rythme annuel aux États-Unis. Mais néanmoins, on est très loin du pouvoir de négociation salariale qu'avaient à l'époque les acteurs économiques dans les années 70. Aujourd'hui, on est sur un pouvoir de négociation qui, certes, va se matérialiser sur les prochains mois. On va avoir normalement des remontées des niveaux de salaire, mais en tout cas pas du tout sur le même niveau, avec effectivement un pouvoir de négociation qui s'est plutôt affaibli. Et toujours dans les années 70, on avait des taux nominaux qui étaient beaucoup plus élevés, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des taux nominaux qui sont encore légèrement négatifs à l'heure où je vous parle, parce que la dynamique est quand même plus rapide depuis quelques semaines sur les taux euros, mais on est encore en territoire négatif sur les taux nominaux de la zone euro, par exemple. Donc ça, c'est la première analogie. L'autre analogie que le marché pourrait être tenté de faire, c'est de regarder les années plus récentes, les années 2004-2005, où effectivement, on voyait titrer d'ailleurs en avril 2005, je crois, dans The Economist, Stagflation. Donc toujours ce spectre qui revient. Néanmoins, effectivement, on a vu que dans cette période-là, les prix du pétrole avaient fortement augmenté. On avait fortement vu cette progression du niveau du pétrole, au moment même où en fait on avait vu un pic au niveau des directeurs d'achat, les indicateurs avancés, notamment aux États-Unis, qui avaient commencé à partir de 2004. Néanmoins, ça n'avait pas empêché la bourse de progresser parce qu'en fait il y avait une perception d'un milieu de cycle économique. On avait eu certes en fait une baisse des multiples de valorisation, le PE, qui avait plutôt baissé, mais effectivement les marchés avaient continué de progresser parce qu'effectivement il y avait cette perception d'un mid-cycle slowdown. Aujourd'hui, un ralentissement de milieu de cycle. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Aujourd'hui, la situation, elle est certes différente, mais les défis n'en sont pas moins importants. D'accord. C'est pas parce que le parallèle trouve vite ses limites avec les années 70 ou la période 2005, 2007, 2008, comme vous dites, Michael, qu'il n'y a pas un sujet quand même aujourd'hui sur l'inflation. Exactement, parce que il nous semble en fait qu'il y a cette inflation, en fait, elle irradie différents canaux. Microéconomique, le canal macroéconomique et aussi le canal financier. Alors bien sûr, on sait le commencement, effectivement, suite au Covid, on a eu en fait des difficultés d'approvisionnement. On a un coût du fret maritime qui a explosé, x7 sur un an. D'ailleurs, CMH, CGM en fait a annoncé en fait un gel de ses prix. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a quand même un gel de prix sur des niveaux très très élevés. On a ensuite une carence, en fait une succession de carences sur différentes matières. Ça a commencé par le bois. On le voit récemment avec les prix de l'énergie, la multiplication par 4 du prix du gaz, des droits carbone, du charbon, du prix de l'uranium et très récemment du prix du pétrole. Donc ça, c'est le prix matière. Donc les bases de coûts de production vont augmenter. Et puis on a dans cette succession d'avaries, on voit devant nous poindre d'autres difficultés, des pressions peut-être sur les marges liées à une augmentation des salaires. Et puis on a aussi une hausse du marché immobilier qui dépend
dépasse les 15% sur un an aux États-Unis. Donc ça donne un peu la photographie un peu globale au niveau macroéconomique des difficultés qu'on va peut-être pouvoir rencontrer dans les prochains mois. Mais surtout, au niveau microéconomique, ça va pressuriser un petit peu plus les entreprises. Quand vous regardez par exemple les marges des entreprises, pour l'instant elles sont sur des niveaux et sur un plateau plutôt élevé. On est sur 12% attendu sur les marges américaines pour 2022, 10% sur la zone euro. Oui, oui. Mais sauf qu'en fait elles sont à risque. Alors, est-ce qu'elles sont à risque pour la prochaine publication de résultats ou celle Est-ce que du c'est Q4 pour trimestre ou c'est pour les prochains? Oui. On ne le sait verra. pas. Mais par contre, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, on risque d'avoir un pic sur les EPS, donc sur la génération de bénéfices des entreprises. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, on peut avoir un pincement des marges dû à ces coûts de production qui vont plutôt augmenter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, c'est en train de s'irradier progressivement vers des indicateurs purement financiers. Quand vous regardez les anticipations d'inflation, notamment les points morts inflation, que ce soit sur la zone américaine ou sur la zone européenne, on n'a pas arrêté de progresser. On a une dynamique qui est vraiment presque à la verticale. Et surtout, on est sur des niveaux un peu clés. Quand vous regardez, alors en anglais, le break-even 10 ans, donc c'est le point mort inflation 10 ans sur les taux américains, on est sur 2,52 aujourd'hui. Historiquement, la zone 2,60 a toujours bien tenu. Mais qu'est-ce qui se passerait, effectivement, si on avait un désancrage des anticipations d'inflation? Parce que la Banque centrale américaine paraît peut-être un peu plus derrière la courbe. Et donc, il y a peut-être ce risque-là qui est en train d'être pricé par les marchés. Ce point mort d'inflation 10 ans aux États-Unis, là, autour de 2,50, c'est, comme vous dites, c'est un niveau clé. C'est-à-dire que la Fed, depuis longtemps, quand elle projette le taux d'équilibre naturel de l'économie américaine sur le très long terme, on est à 2,50 aujourd'hui. Donc c'est un chiffre qui veut dire quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est un chiffre qui est cohérent avec ce qu'on anticipe aujourd'hui. Vous dites, je rappelle toujours, on cherche depuis 10 ans, les banques centrales cherchent depuis 10 ans à raviver une inflation qui était moribonde, trop moribonde depuis 10 ans. Là, le sujet, c'est la vitesse à laquelle ça va, la vitesse à laquelle ça se diffuse et la vitesse à laquelle on peut avoir des effets d'indexation d'une inflation liée à l'offre dans une inflation peut-être plus structurelle. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a parlé des effets sur la microéconomie, sur possiblement la macroéconomie qui viendra possiblement plus tard. Mais sur les marchés financiers, il y a un rapport de force qui est en train de se matérialiser entre les marchés et la Banque centrale américaine. Sachant que autour de la Banque centrale américaine et de la Banque centrale européenne, on a déjà des banques centrales qui ont remonté les taux parce que l'inflation grimpe. Elle monte trop vite. Je pense notamment à la Pologne. Donc il y a la Nouvelle-Zélande qui a remonté les taux. La Banque d'Angleterre qui relèvera certainement très agressive sur cette communication. Prochainement, la Banque de Corée. Ouais. Et donc de plus en plus, on commence à voir les marchés se gripper autour de cette thématique, à savoir est-ce que le taper qui arrivera donc au mois de novembre n'est pas finalement peut-être insuffisant par rapport aux tensions inflationnistes qu'on est en train de voir. Et donc, on est en train de voir un point clé pour nous, allocataires, qui est que les taux courts sont en train de se tendre significativement. Donc, on a déjà sur 2022 une hausse de taux de la banque donc anticipée pour les États-Unis qui est de l'ordre de 40 BP, 35 à 40 BP. C'est beaucoup, surtout quand une banque centrale nous dit que pour l'instant, il y a les remontées de taux sont plutôt à voir un petit peu plus tard. Donc, je pense que c'est un point névralgique quand on regarde les taux courts pour l'allocation d'actifs en fait. Parce que autant quand on voit la partie longue se déformer, se tendre, on a généralement une pontification de la courbe et ça traduit le fait qu'il y a une confiance dans l'avenir au niveau du cycle économique. Plus de croissance et plus d'inflation demain. Tout à fait. Autant quand on commence à voir des taux courts qui s'emballent un peu trop vite, alors que la Banque centrale nous dit autre chose, ce bras de fer qui est en train de commencer, il ne faudrait pas qu'il dure trop longtemps parce que sinon, cette fois, ça serait les marchés actions qui pourraient commencer à devenir à risque à cause des tensions inflationnistes naissantes et aussi à cause de ce bras de fer marché versus la Banque centrale. Point névralgique, ça veut dire que dans les allocations et dans la partie stratégique des allocations d'actifs, il faut quand même probabiliser ce scénario. Alors, comme le disait magnifiquement un de vos confrères hier en plateau, il faut que le marché s'ouvre peut-être plus que jamais à l'idée que l'inflation ne sera pas que transitoire. Et le marché, son job, c'est de probabiliser justement ces situations. Comment ça se retrouve dans une allocation d'actifs aujourd'hui, Mickaël ? Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet à court terme et à moyen terme. À court terme, dans la même année, on est en train de voir un risque de voir
3 pics en même temps dans la même année. Un pic de croissance. Ensuite, en fait, on a eu d'abord un pic de liquidité autour du mois de mars. Alors bien sûr, la liquidité et l'injection restent vraiment positives, mais malgré tout, on a quand même une décélération de l'injection de liquidité mondiale. Donc on a un pic sur la liquidité, sur le rythme d'injection. On a eu un pic en fait sur la croissance dans les pays avancés, et possiblement on peut avoir un pic aussi au niveau des earnings et donc de ses bénéfices par action. La bonne nouvelle aurait été aussi de voir un pic sur l'inflation. Sauf qu'en fait, le pic sur l'inflation, nous semble-t-il, devrait plutôt arriver au S2, au S1 de 2022 et pas pour cette année. Donc on le verra d'ailleurs dans les prochains chiffres apparaître sur le CPI. Donc le sujet de court terme, c'est la volatilité liée finalement à cette résurgence des tensions inflationnistes. Et puis sur le moyen terme, effectivement, c'est de savoir si l'actif taux d'intérêt dette souveraine est encore un actif crédible pour protéger un portefeuille quand on a un portefeuille équilibré, on va dire 60% actions, 40% taux. Eh bien, la question aujourd'hui, elle est beaucoup moins évidente qu'il y a encore quelques années ou quelques mois. Et comment on se prépare alors ? Alors, comment on se prépare ? Sur la partie obligataire, de plus en plus, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir une méthodologie de travail et une approche de type bond allocation, c'est-à-dire être à la fois diversifié sur les actifs obligataires, donc ne pas regarder simplement les actifs européens, mais aller chercher du rendement là où ils se trouvent, sur les pays émergents, notamment sur la dette court terme, en devise dure, aller sur la partie américaine, parce qu'il y a effectivement aussi du rendement. Donc être vraiment diversifié. Deuxièmement, être sélectif, vraiment rentrer dans le détail du risque idiosyncratique de chaque titre pour éviter éventuellement des déconvenus. Et puis troisièmement, gérer de manière flexible la duration. Quand vous voyez que cette année, en l'espace d'un an, on a une contre-performance de l'ordre de 250 points de base, donc 2,5% sur la dette souveraine. Quand on regarde le Bloomberg Global Index sur la partie Govies gouvernementale, on voit clairement qu'il faut gérer de manière dynamique. Bon, cette année, effectivement, on a réussi à gommer vraiment toute cette contre-performance par cette approche flexible, en ajoutant même du rendement. Mais donc, il faut, je pense, de plus en plus être à la fois flexible et vraiment diversifié avec cette approche bond allocation. La deuxième partie sur les actions, c'est d'avoir une gestion beaucoup plus protégée. Alors, protégée, c'est-à-dire protégée non pas par les taux d'intérêt, mais protégée par la volatilité. Donc je prends l'exemple du marché américain. Il y a une prime de risque qui est quand même relativement intéressante. Il faut continuer à la capter en maintenant des actifs sur les actions. Mais par contre, commencer à rentrer et à préparer des portefeuilles en achetant de la volatilité à bon compte et en protégeant les portefeuilles avec des options, qu'elles soient listées ou pas, mais en tout cas qui puissent permettre d'ajouter un peu de convexité dans les portefeuilles. Mais le message, Michael, c'est plus juste une histoire tactique. Oui, il faut gérer le bruit, la volatilité à court terme sur l'inflation, mais ça commence à devenir un sujet stratégique pour les allocations d'actifs sur le moyen long terme. Exactement. Avec des vraies réflexions sur quel actif aujourd'hui peut encore être crédible dans une allocation d'actifs pour protéger le portefeuille. La volatilité n'a jusqu'à présent jamais déçu en termes d'aspect contracyclique en fait, par rapport au marché action. Merci beaucoup, Michael. Michael Nizard, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management.